Alors nous continuons avec cette frange de la société, à savoir l'enfance. Et comme je vous le disais en début d'émission, nous allons recevoir une association en cette matinée. C'est une association qui vient tout droit de Batna et qui milite depuis 1999 pour la protection des droits de l'enfance. Et cette association, donc c'est l'association El Bara'a, qui est représentée par la présidente de l'association ce matin, Madame Souad Ben Salah. Bonjour. Bonjour. Marhaba bik. Alors il y a Zakia aussi qui arrive dans un petit moment, qui va nous rejoindre. Oui. Bonjour Zakia. Bonjour. Marhaba bik. Voilà. Alors parmi nous, les représentatrices donc, de cette association. Alors avant de parler de votre plan d'action et avant de parler de vos activités en faveur de cette frange de la société, votre association en quelques mots. Notre association, c'est une association qui s'occupe des enfants abandonnés. Elle est créée en 1999, donc ça fait quand même un bon bout de temps qu'on active. Nous nous 19 ans, mine de rien. Mine de rien, ça fait un bout de temps. C'est une association qui ne s'occupe pas uniquement de ce qu'elle voit, elle fait de la prévention en parallèle. Et il y a aussi un suivi pour la scolarité de ces enfants-là, et puis leur mariage, leur insertion sociale, et en plus l'acquisition d'un logement social, parce qu'après le décès du kafil, parce que nous encourageons aussi la kafala, mais le terrain nous a appris qu'après le décès du kafil, cet enfant-là qui a grandi, qui reste toujours enfant parce qu'il n'a jamais connu l'affection parentale, il est mis à la rue parce que Sharia ne lui permet pas d'hériter. Donc nous voulons aussi assurer l'avenir de cet enfant-là qui a grandi dans cette société. Donc en fait, quand c'est un enfant que vous assistez dès sa naissance jusqu'à aussi jusqu'à ce qu'il devienne adulte, jusqu'à son insertion totale, sociale totale, qu'il devienne père ou mère de famille. Alors parlons un petit peu des objectifs de votre association. Les objectifs de notre association, nous avons beaucoup, au départ, nos objectifs étaient très réduits. On ne savait pas le terrain, on ne le connaissait pas bien. Donc, on assurait, on complétait ce que les établissements pour enfants avaient besoin. Et ils étaient en déficit de certains produits. On achetait des vêtements, on achetait des médicaments, on achetait de l'alimentation, complétait l'alimentation de ces établissements-là. Mais la réalité était là. Parce qu'un enfant scolarisé aussi a besoin de cartables, a besoin de fournitures scolaires et aussi d'un suivi de sa scolarité. Donc même les cours de soutien, il faut, parce que ces enfants n'ont jamais connu l'affection parentale, ils n'ont jamais connu un milieu familial. Donc ça aussi, il fallait en prendre ça en considération. Ce facteur-là était très important parce que notre but était de faire de cette personne victime, je dis bien victime de la société, victime d'une erreur de deux personnes adultes, et cette personne-là, cet enfant-là est en train de payer une erreur qu'il n'a jamais commise. Donc ces victimes-là, on voulait les favoriser, leur donner une place dans cette société, au sein de cette société. Comment? Il faudrait que ce soit des gens corrects, il faudrait que ce ne soit pas de futurs délinquants, il faudrait, donc tout ça, ça a été pratiqué, et après tant d'années, c'est maintenant, on voit le résultat. Nous avons maintenant des enfants universitaires, des mères et des pères de famille, des couples qui ont des enfants, qui ont quand même, avec une insertion sociale totale, parce que nous avons des gens à la hauteur, parce que nous avons aussi fait beaucoup de séances de prévention au sein de la société locale, bien sûr à travers la wilaya de Batna. Nous sommes arrivés à insérer des enfants, des filles qui ont épousé des jeunes, des messieurs qui ont des familles, donc ils ont un peu compensé le manque familial pour cette fille, et vice-versa pour les jeunes garçons. Donc ça aussi fait partie de notre action. Donc le terrain nous a appris beaucoup de choses, franchement. Le départ ne s'était pas comme ça. Donc Dieu merci, il y a beaucoup de résultats concrets. Et il y a beaucoup de gens qui sont à l'écoute maintenant. Parce qu'au départ, c'était vraiment un thème tabou. Je ne vous cache pas. J'étais justement en train de penser à ça et je me disais au fond de moi-même, en fait, quand il y a quelque chose de très beau dans ce que vous dites, c'est vraiment le regard de la société envers ces gens-là, parce que vous dites que les enfants arrivent en fait, quand vous arrivez à les mettre dans des familles. Donc, ils peuvent se marier, ils peuvent avoir des familles avec des gens qui ont des familles. Et donc, en fait, quand on voit que le regard de la société s'adoucit un petit peu envers cette il a changé. Et ça, c'est magnifique. Bien sûr. Nous avons même des filles qui vivaient au sein de l'établissement. D'où les demandeurs, les maris
avait une famille et même la fête, la cérémonie est célébrée au sein de l'établissement. C'était ça le but aussi de les insérer, que cet établissement n'est pas l'établissement de la honte, comme à un certain moment les gens le jugeaient. Eh ben, c'est un établissement d'enfants innocents, qui n'ont jamais commis d'erreur, mais Voilà, ce sont c'est les surtout parents. ça. Les parents. Comme on dit, il n'y a pas d'enfants illégitimes, mais ce sont les parents qui sont illégitimes. Les sociologues avaient dit ça bien longtemps avant maintenant. Donc il faudrait comprendre que cet enfant-là est une victime. Et pour que la délinquance ne le menace pas, nous avons même lutté contre l'âge de 18 ans. Parce que la loi stipulait qu'à 18 ans, il fallait le mettre à la rue. Qu'il quitte l'établissement. Nous avons lutté contre cette loi. Nous sommes arrivés à une autre loi qui stipule maintenant que l'enfant n'est pas mis à la rue, il ne sortira jamais de l'établissement. Oui. C'est après lui avoir assuré une insertion sociale digne. Et puis même, l'enfant lui-même, il faut dépasser 18 ans, il peut lui-même beaucoup donner à l'établissement parce qu'il a vécu dedans, parce qu'il connaît un petit peu l'établissement et puis lui-même, il est victime de cette société, donc il peut beaucoup donner, peut-être plus que quelqu'un qui n'a pas vécu la situation. Parce que quelles que soient les conditions de l'institution, qui est l'établissement d'accueil, rien ne pourra compenser le milieu familial. Et ça, c'est très important. Même la réaction de ces enfants-là, même quand ils vont grandir, ils vont devenir adultes, mais ils vont rester toujours enfants à l'attente d'une affection, parce qu'ils ne l'ont jamais connue. Donc, même si l'institution est convenable, entre parenthèses, ce qui n'est pas toujours le cas, donc ce qui n'est pas toujours le cas, mais il y a toujours ce manque affectif qui les suit toute leur vie, et cette recherche d'une identité, parce qu'ils n'ont pas d'identité. Donc si la société les condamne déjà, ils sont condamnés dès l'abandon, donc nous condamnons l'abandon, quelles que soient les circonstances de la naissance d'un enfant, il ne faut jamais l'abandonner, parce que ça, c'est un crime. C'est un crime. L'abandon d'un enfant est un crime et restera un crime. Alors Zakia, vous aussi, vous activez au niveau de cette association. Vous activez depuis quand au niveau de l'association? Depuis 2008. Oui, ça fait une dizaine d'années quand même. Une dizaine d'années quand même. Et je commençais surtout à m'intéresser parce que je suis architecte de profession et je voulais pour ma soutenance faire un thème justement la conception d'un établissement pour enfants assistés. Et c'est là où j'ai commencé à prendre attache avec l'association, c'est-à-dire je voulais avoir une idée psychologique, les connaître, c'est-à-dire être en contact avec eux directement. Et c'est vrai que c'est là où on constate, même architecturalement parlant, que les établissements ne donnaient pas vraiment l'aspect familial, que cet enfant-là, on ne va pas lui donner une maison, une famille directement, mais on diminue un peu de sa souffrance. Parce qu'on nous dit souvent en architecture, il y a l'architecture du bonheur, on peut rendre des gens heureux, architecturalement parlant. Et du coup, je suis rentrée dans des recherches, c'est-à-dire vraiment, même historiquement parlant, Léonard da Vinci était dans ce genre de situation, c'était un enfant abandonné, Fidel Castro aussi. Donc, et ils ont donné tant à l'humanité, comme quoi il suffit de leur donner une chance et une bonne prise en charge, on pourra en faire des citoyens à part entière. Alors ça fait quand même une dizaine d'années que vous activez au niveau de l'association. Vous activez comment? Quel est votre rôle dans cette association? Je suis la secrétaire générale, c'est-à-dire je m'occupe de tout ce qui est, c'est-à-dire déjà quand on organise un événement, dans le cadre de la sensibilisation pour préconiser aussi, on fait un peu de prévention aussi. On part dans des établissements scolaires pour parler aux jeunes déjà, parfois même on fait des sorties, on les emmène au sein de ces établissements-là pour qu'ils puissent voir. Beaucoup déjà n'entendent même pas parler. On se disait, je ne savais même pas que cette catégorie-là existait dans la société. C'est un réel travail de sensibilisation que vous faites. Oui. Et surtout auprès des jeunes. C'est-à-dire on commence même à partir du lycée. Si on pouvait même avant, mais on préfère le lycée parce que c'est une période assez sensible. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est vraiment très touchant quand même ce genre de situation. C'est vraiment pas évident. Ça donne beaucoup à réfléchir. Excusez-moi, je parle des mots, c'est un peu difficile de parler de ce sujet. Donc c'est vrai qu'à partir du lycée, peut-être qu'on commence à prendre un peu plus conscience de la situation et arriver à se dire quand même, alhamdoulilah, dans laquelle nous sommes. Moi, mes parents m'ont emmenée dans ce genre d'établissement quand j'étais en pleine crise d'adolescence. Et c'est là que je me suis rendu compte à quel point j'étais chanceuse. D'avoir une famille. C'est vrai, nous sommes chanceux. D'avoir une famille. Enfin, ils le sont eux aussi parce qu'ils ont une autre famille, peut-être pas la cellule familiale telle que nous la connaissons, mais ils ont des gens qui militent comme vous, pour eux, qui sont là pour eux, qui pensent à eux,
qui ne font pas que leurs droits partent comme ça, mais vraiment ils militent pour eux. Alors, en plus de l'assistance que vous faites pour ces enfants, quels sont vos autres plans d'action en faveur de ces enfants? Notre plan d'action. D'abord, on a pu avoir une journée nationale de l'enfance, parce que généralement, c'est le 1er juin, la journée mondiale de l'enfance, donc de l'enfant. Et là, on a toujours des événements, bien sûr, marquants pour célébrer cette journée. C'est toujours la fin d'année, donc on essaye de cette catégorie de population leur remettre des prix, des cadeaux, suite aux résultats positifs, bien sûr, qu'ils ont. Cette année, nous avons 3 jeunes garçons qui ont eu leur 6e. Donc on leur prépare un petit peu une cérémonie pour créer une petite concurrence loyale. Donc nous avons une jeune fille qui a eu sa licence, Adab Arabi, lettres arabes. Donc il y a notre plan d'action. On est arrivé à rajouter un article un petit peu difficilement, l'article 58 de la nouvelle constitution, qui stipule la protection de l'enfance née sous X ou sans affiliation. C'est la première fois dans l'histoire de la constitution algérienne que cette catégorie de population a été mentionnée au niveau de l'article 58. Maintenant, la mise en place, nous avons même organisé une conférence de presse avec les gens de droit, des avocats, des représentants de la justice, pour arriver à la mise en application de cette loi. Parce que la loi existe maintenant, c'est le premier pas. Mais la mise en application, il va falloir c'est-à-dire la régler dans les meilleurs délais, pour ne pas laisser attendre, parce que là, les chefs d'établissement vous disent, oui, après, on attend, on n'a rien reçu, etc., etc. Il y a une certaine bureaucratie, et là, il y a la mise en application, on peut carrément voilà, ce que dit la loi, la mise en application de la loi. Nous aspirons à avoir une loi qui protège, c'est-à-dire, il y a la protection. Par exemple, au niveau des droits, après le décès du kafil, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Le kafil doit peut-être faire quelque chose aussi de lui, de sa part. Il faudrait qu'il y ait de mineurs, si l'enfant reste quand même mineur. Nous avons même des mineurs dont les parents adoptifs, les kafils, qui sont encore vivants, et dès que cet enfant arrive à l'âge de la crise d'adolescence, il ne maîtrise plus, il le renvoie à la DAS. Non, c'est très grave. Il y a un deuxième rejet là. Il a été rejeté dès la naissance, donc c'est l'abandon. Un deuxième rejet par les parents kafils, adoptifs, ce qu'on appelle nous les kafils. Donc c'est encore plus grave. Il va falloir aussi protéger cet enfant. Si on s'engage pour élever un enfant, on va jusqu'au bout. On ne le renvoie pas. On ne le renvoie pas à la DAS dire non, moi j'ai pas pu le maîtriser. Ce n'est pas possible. Ça c'est inhumain. Je trouve ça inhumain. Donc ça aussi, on aspire à des lois dans le kafil, il faudrait qu'il y ait un engagement des kafils. Il faudrait qu'il y ait des suivis. Ce qui manque, c'est les suivis sociologiques, c'est-à-dire de la part de la DAS. Ils n'ont pas assez de personnel, donc il n'y a pas de ce suivi social. Il y a une enquête sociale aussi qui se fait dès le départ pour les parents adoptifs, mais il n'y a pas de suivi après. Donc nous assistons à ce que cet enfant-là devienne un délinquant, c'est la rue. Et excusez-moi, quand un enfant est turbulent, il est un petit peu turbulent, c'est tout à fait normal quand il est adolescent. Oui, c'est tout à fait normal. Raison de plus, quelqu'un qui n'a jamais, passage obligé, il est peut-être plus, cette perturbation est peut-être plus profonde chez lui, parce que lui, il n'a pas d'origine, il se rend compte au niveau qu'il n'a pas de nom, qu'il va à l'école comme les autres, mais les autres rentrent chez eux, mais lui, il rentre au sein d'un établissement. Ça le perturbe énormément. Et le regard des autres, nous avons une société, c'est vrai qu'en principe, elle devrait être très humaine, mais elle ne l'est pas, croyez-moi. Elle ne l'est pas toujours. Elle ne l'est pas toujours. Elle ne fait pas de cadeaux. Donc, ça aussi, ça le perturbe. Surtout dans un milieu enfantin. C'est vrai que dans un milieu enfantin, on est très spontané, c'est pas comme un adulte. Très spontané, on dit les choses telles qu'elles sont et on blesse sans se rendre compte. C'est vrai que les enfants, et ça se gère pas forcément. Et ça, c'est le rôle des parents. Et ça, c'est le rôle des parents de dire qu'il n'y a aucune différence entre un enfant et un autre. Parce que vous êtes tous de la même situation, vous êtes des enfants, des innocents. Et là, on n'a pas cette culture. Il y a même des parents qui interdisent à leur enfant de fréquenter un enfant qui vit dans un établissement d'accueil parce que tout simplement, il n'a pas de famille. Et ça, c'est une condamnation gratuite et injuste. Effectivement. Alors Zakia, justement, vous nous parliez tout à l'heure d'un travail de sensibilisation énorme que vous faites au niveau des jeunes, des lycéens, donc vous les emmenez voir ces établissements. Quelle est la réaction de ces jeunes-là?
Surtout en cet âge d'adolescence, c'est quand même très émouvant. Déjà, le fait, déjà quand on les emmène dans l'endroit, ils me disent, je passais souvent par là et j'ai jamais su que c'était un établissement pour enfants assistés. C'est la première réaction. Après, dès qu'on rentre, ils voient, c'est-à-dire les dortoirs et tout, c'est l'émotion, ils commencent à pleurer. Ça, c'est déjà, après, bon, dès que l'émotion passe un peu, ils commencent à jouer avec eux et tout. Mais c'est vrai qu'au départ, ils sont étonnés, ils disent, je ne savais pas que ça existait, je passais par ce bâtiment et je ne savais pas que c'était un établissement pour enfants assistés. Et du coup, ce qui est bien, c'est qu'ils reviennent après sans passer par l'association. Voilà, donc la cohésion sociale se fait très vite, l'attachement se fait. Voilà. Donc en fait, c'est une bonne cible, les enfants, les adolescents, pour sensibiliser. Peut-être que les parents sont arrivés à un certain âge, ils ont une certaine culture, peut-être un petit peu difficile à changer aujourd'hui, mais aller sensibiliser les enfants les plus jeunes serait peut-être une cible, une bonne cible. D'ailleurs, depuis la naissance de l'association, depuis 1999, nous confectionnons chaque année des calendriers. Et puis en dessous, on met le nom de l'association et nous avons un slogan qui stipule privé de parents. Et là, on va au niveau des établissements scolaires, on le distribue, et tout enfant, les parents nous le disent, même les enseignants, ils posent la question, pourquoi ils sont privés de parents? Et là, il faut que les parents expliquent d'une certaine manière que ces enfants-là, c'est des orphelins qui n'ont pas connu leurs parents. Déjà, il y a une certaine sensibilité là. Le fait de dire, c'est une forme de sensibilisation, ce calendrier-là. Chaque année, maintenant, il y a des établissements qui les attendent, qui attendent les calendriers de l'association, parce qu'il y a aussi, même les motifs, c'est des motifs pour enfants. En même temps, il y a le slogan « Tout enfant né pour être heureux » aussi. Tout enfant a le droit d'être heureux. Donc là aussi, c'est des slogans qui poussent l'enfant à poser des questions et à chercher à voir cette catégorie de population. C'est le pousser à aller vers eux. Parce qu'eux ne viennent pas vers eux. Ils ont peur de la société. S'ils n'ont pas d'encouragement, s'ils n'ont pas une porte ouverte, ils ont peur de la société parce qu'à un certain moment, quand on discute avec eux, ils en veulent un peu quelque part à cette société parce que leur mère et leur père font partie de cette société. Effectivement. Et ils les ont abandonnés. Donc ça, c'est très, très, très important, ce côté psychologique, parce que c'est là où la personne, quand elle est perdue et quand elle n'a aucun soutien dans cette société, qu'elle peut devenir quelqu'un de dangereux après. Alors justement, vous parliez du côté psychologique. Est-ce qu'il y a quand même un suivi, un encadrement psychologique de ces personnes? Nous, au niveau des établissements, je parle des établissements, ce qu'on appelle les établissements spécialisés. Ce sont ces établissements-là. Il y a l'établissement de 0 à 6 ans, c'est-à-dire la pouponnière, et de 6 ans et plus. Là, c'est les enfants scolarisés et grands et plus. C'est-à-dire, ils vont même jusqu'à 20 ans, 25 ans, etc. maintenant. Donc, vous savez, nous, quand on parle avec les chefs d'établissement, on discute avec eux, il y a un grand manque de personnel spécialisé. Déjà, le personnel spécialisé, ils ont un problème au niveau de l'action sociale, c'est au niveau des ministères. Il y a des psychologues qui viennent dans le cadre du filet social. Donc, ils ne sont pas stables. C'est des psychologues qui vont passer une période de leur profession. Et puis, ils partent. Quand ils trouvent un poste ailleurs, ils partent. Donc, il n'y a pas de poste stable. Même le psychologue, pour connaître ses enfants, il doit passer du temps et les suivre. Il n'y a pas de poste stable de psychologue. Donc, le psychologue, il doit être là constamment. Ce n'est pas un administrateur qui ouvre les portes à 8h et ferme à midi. C'est quelqu'un qui doit être en permanence à l'écoute de ses enfants. Et disponible à n'importe quel moment. Et la disponibilité. Ce que nous n'avons pas au sein de nos établissements, je parle de notre wilaya parce que nous connaissons très très bien. Il y a un grand problème de poste budgétaire aussi. Il y a ce problème-là. Même les éducateurs et les éducatrices spécialisées, des fois, viennent dans le cadre du filet social. Donc déjà, le personnel, quand il n'est pas stable, quand il sent qu'il n'est pas stable, il ne peut pas tout donner. Ça, c'est un grand point d'interrogation. Je pense que ce secteur devrait bénéficier de la part du Lion parce que c'est là, on forme des enfants. Il y va de l'avenir d'enfants, et l'enfant est l'avenir de la nation. Quel que soit, il faut s'occuper de l'enfant, parce que toutes les sociétés développées se sont occupées de l'enfant.
Et ils donnent de l'importance à cette catégorie, pas seulement cette catégorie de population, toute l'enfance et l'avenir des nations. Effectivement. Donc moi, par mon métier aussi, je suis architecte aussi, j'ai eu l'occasion de concevoir beaucoup d'équipements scolaires. Et en faisant ça, j'ai essayé déjà d'atténuer de la violence à travers la conception. Parce qu'un enfant, quand il voit un mur de clôture de 4 mètres, ce n'est pas une école, c'est un pénitencier. Pour nous, nos études nous ont prouvé que psychologiquement parlant, tout ce qui est haut, tout ce qui est trop droit, tout ce qui agit négativement sur la personne, même adulte. Hein. Alors un enfant qui va à l'école, il faut qu'il tisse une relation avec l'école, parce qu'il va avoir des copains, il va avoir des camarades de classe. Et pour l'attirer, il ne faut pas qu'il pleure quand il va à l'école. Donc, il faut essayer d'attirer cet enfant, mais on ne peut pas l'attirer à travers un mur de 4 mètres et du barbelé dessus. Ça veut dire, ça prouve autre chose qu'une école. Donc le savoir doit être nu. Il faut attirer les enfants vers le savoir et avec une conception architecturale agréable. Et ça lui fera pas peur. Après, il aimera son école. Il va tisser une relation. Il va être content d'aller à l'école. Et c'est là, on veut arriver à tout ça. On essaye d'arriver. Elle a parlé des conceptions aussi des établissements spécialisés. Ce qui est dommage, nous avons écrit même des articles au niveau des journaux. Ça ressemble beaucoup plus au pénitencier, croyez-moi, qu'un établissement d'accueil. Et ça aussi, ça joue sur le moral de l'enfant. On parle beaucoup de l'enfance violente. On parle de la violence scolaire. Ça aussi, ça joue un rôle. On peut minimiser de la violence scolaire. Il faut créer au sein des établissements scolaires des cellules d'écoute. On s'est battu pour ça. Il faut que ça soit obligatoire. Il faut que ce poste de psychologue soit permanent au niveau de chaque établissement scolaire. Mais sinon, Madame Ben Salah aussi, vous travaillez en collaboration avec le réseau NADA? Oui, notre association est membre. Monsieur Arara a même visité plusieurs fois la pouponnière. Il est venu, on a organisé ensemble des rencontres, etc. Et nous sommes en contact avec lui. Nous l'invitons souvent, mais il est tellement pris qu'il ne vient pas souvent, bien sûr. Mais je comprends, il y a beaucoup. Monsieur Zerguine aussi. Justement. Nous avons eu à le rencontrer à Constantine. Son livre, il a fait aussi la dédicace de son livre. Il faut dire que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup tout comme vous. Voilà. Et puis, je cite, M. Zerguine est fier d'être le fils de l'Algérie. Il est né sous X, lui aussi. Et voilà, il est arrivé à devenir ce qu'il est maintenant. Donc, il faut qu'il ait les conditions, il faut donner la chance à tout le monde pour être un citoyen à part entière. Alors, il y a Amal Al-Almi, notre rédactrice en chef, qui vient me donner une petite information. En plus que vous êtes architecte, en plus vous militez pour l'enfance, mais vous militez aussi pour le patrimoine. Et pour votre amour pour la région. Oui, de par ma profession, bien sûr. J'ai dû participer avec Radia Boulmaali, notre collègue, trésor d'Algérie. On a travaillé, on a parlé du patrimoine de la ville de Batna, de la région des Aurès, de Timga, de Roufi. On a eu cette occasion, d'ailleurs je remercie beaucoup tout le personnel, hein, vous, tout le monde qui ont participé, qui nous ont encouragés aussi à organiser cette émission. Donc le patrimoine, c'est la mémoire de tout peuple, hein, le patrimoine urbain et la mémoire de la ville. Parce que nous, êtres humains, nous allons partir un jour, mais le patrimoine va rester. C'est un témoignage du passé. Effectivement, c'est le patrimoine qui va parler de nous, en fait. Voilà. Alors Zakia, après 10 ans, quel enseignement vous sortez de votre travail avec cette association? C'est en continuité, on apprend de jour en jour, parfois on est un peu déprimé, parfois on reprend espoir et on continue quand même, c'est-à-dire, mais ce qui est bien, c'est que même au sein de l'association, il y a beaucoup de jeunes qui adhèrent maintenant et il y a aussi une variété, même les membres, il y a toutes sortes de métiers et chacun peut contribuer à sa manière, c'est-à-dire on a le médecin qui les prend en charge gratuitement, chacun peut contribuer à sa sauce et voilà, c'est vraiment ce travail collectif qui est inspirant et qui encourage à avancer. Ça, et puis c'est vrai qu'en retour, vous avez beaucoup d'amour de la part de ces enfants, beaucoup de gratitude de la part de ces enfants, n'est-ce pas? Oui, quand on réussit à sauver un cas, pour nous, nous avons sauvé un enfant, et un enfant sauvé de la délinquance, c'est un adulte qui va être
bon élément pour la société. Effectivement, merci beaucoup Madame Souad Ben Salah pour toutes ces précisions. Alors je rappelle, vous êtes la présidente de l'association Bara'a, donc l'enfance assistée, vous venez de Batna. Zakia Bali El Soufi, pardon, alors vous êtes membre de l'association, vous êtes secrétaire générale de l'association. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. On vous souhaite une bonne continuation et une belle continuation aussi dans votre mission qui est dans toute sa noblesse, j'ai envie de dire. Merci beaucoup, bonne continuation.